20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 23 août. À la une ce soir, on continue de chercher la solution au problème d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan. Les acteurs du secteur posent le diagnostic. Reportage de Grace Kando dans un instant. L'augmentation du taux de bancarisation, une priorité pour le gouvernement ivoirien. Ces efforts ont porté le taux à 19,7% en 2016, mais le Trésor public veut faire mieux. Une campagne est lancée ce jeudi. À suivre, le dossier sur la philosophie. Quel débouché après la formation? Les avis divergent sur la question. Et vous allez entendre et comprendre la position des lycéens et universitaires sur la philosophie ou amour de la sagesse. Et enfin, dans ce 20 h, la coopération entre l'Inde et l'Afrique dans les secteurs d'activité, notamment le commerce, l'agriculture et la santé. L'objectif de l'Inde est de conquérir les pays francophones. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Temps maussade depuis 2 jours à Abidjan, mais avant, il y a eu une saison de pluie intense qui a fait beaucoup de victimes des inondations. Le ministère de l'Assainissement pose le diagnostic pour trouver des solutions dans ce reportage de Grace Kando. Inondations récurrentes dans le district d'Abidjan vers la recherche de solutions durables. Ce sujet préoccupe les acteurs du secteur de l'assainissement et du drainage. Selon l'Office national de la protection civile, en 2017, 15 décès ont été enregistrés pendant la saison des pluies et en 2018, l'on note 20 morts et plusieurs dégâts matériels. Pour éviter de telles catastrophes à l'avenir, des propositions existent déjà. Ce qui a été recommandé, c'est de procéder à la libération de tous les sites des ouvrages qui sont occupés actuellement. La deuxième solution majeure qui est préconisée, c'est au niveau de certains sites emblématiques comme la rue Binis, Sinakasi, Bonoumé, certains sites de Yopougon, c'est de réaliser des infrastructures pour pouvoir faire face aux problèmes de drainage et d'inondation dans ces zones-là. Nous, notre préoccupation, c'était essentiellement de régler les problèmes d'inondation au niveau du carrefour de l'Indénié. Donc 2 solutions ont été abordées. La première, c'est d'empêcher des déchets solides d'obstruer le Dalo, qui est l'ouvrage principal qui fait transiter les eaux du bassin vers la baie de Cocody. Ensuite, il faut faire en sorte à réduire la quantité d'eau qui arrive au niveau du carrefour de l'Indénié. Et pour cela, nous avons construit et réhabilité des barrages écrêteurs de crues. Alors, le rôle de ces barrages, c'est de stocker momentanément toutes les eaux qui tombent dans la cuvette et les restituer progressivement après la fin de la pluie. Pour renforcer le dispositif de prévention, un schéma directeur d'urbanisme et d'assainissement de la ville d'Abidjan a été adopté en Conseil des ministres l'année dernière. Qui prend en compte les projets d'aménagement, d'ouvrages d'assainissement et de drainage du Grand Abidjan. Cela nous évitera de constater des destructions d'habitations dans les bassins d'orage, réduisant ainsi leur capacité de rétention et de régulation des débits. Cela nous évitera également de constater la présence des ordures dans les réseaux, des branchements anarchiques des eaux usées sur les ouvrages de drainage et vice-versa. La mise en œuvre du schéma directeur de la ville d'Abidjan est prévue débuter en 2018 et s'achever en 2033. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, toutes ces initiatives visent l'amélioration de la qualité du cadre de vie des populations. Des populations au nord de la Côte d'Ivoire qui sont confrontées à la maladie de la mangue. La mangue, 3e culture de rente après le coton et l'anacade, est donc menacée. Elle est touchée par la maladie de fruits, une maladie qui met en péril la production nationale. Le reportage de Jean-Luc Bangou. La saison des mangues vit ses derniers instants en ce mois d'août.
Dans cette plantation à Sinématiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce sont les dernières récoltes. Mais celle qu'effectue ce matin Drissa Yeo est loin de le réjouir. La collecte de mangue atteinte par la mouche de fruits, principale maladie de la mangue. Quand une mangue tombe, on ne ramasse pas, automatiquement ça donne la croissance de ces mouches-là. Les mouches se multiplient. Mais lorsque on ramasse ces mangues, on met dans le puits gâté. Automatiquement, toutes ces mangues ont été affectées par la mouche, vont mourir dedans. Drissa est chargé de l'entretien de cette plantation. La mouche de fruits lui a causé d'énormes pertes. Dans les autres années, en tout cas, on se retrouvait avec beaucoup d'argent. Par contre, ces 2 années qui se sont suivies, on n'a pas eu ce qu'on gagnait avant. Un champ de 10 hectares où on pouvait sortir avec 20 chargements. Cette année, on se retrouve avec 8 chargements. Vous pouvez calculer un peu ce que ça fait. Selon les études de chercheurs, les ravageurs consomment chaque année la moitié de la production de la campagne. Les dégâts peuvent aller jusqu'à 90% pour les variétés tardives. En Côte d'Ivoire, le Centre national de recherche agronomique est en avant-garde de la lutte contre la maladie. Ici, nous voyons une mangue qui a été piquée par les mouches des fruits. Vous voyez, ça, ce sont les piqûres. Souvent, quand vous voyez sur le marché, des belles mangues, qui ont une belle coloration et un beau parfum. Mais vous ne voyez pas les piqûres qui sont à côté. Vous voyez les taches noires. Vous dites que c'est rien, ça, on peut la manger. Mais lorsque vous ouvrez la mangue, que vous voulez la manger, voici ce que vous constatez. Conséquence, refus de l'accès au marché européen et perte de la confiance en la mangue ivoirienne. Il faut dire que la mouche des fruits, par les piqûres qu'elle fait aux mangues, on a des conteneurs de mangues qui sont interceptés en Europe. Lorsque des mangues piquées sont retrouvées dans ces conteneurs-là. Pour assurer l'éradication de cette menace, 5 techniques de lutte ont été développées par le centre de recherche. On a d'abord les appâts alimentaires, le sucre à pattes. On a aussi les pièges, les attractifs sexuels et alimentaires. On a aussi les méthodes prophylactiques telles que le ramassage et la destruction des mangues tombées dans les augmenterons, dans des trous, dans des sachets. La vulgarisation de cette technique est assurée auprès des producteurs. À Bundiali, Oumar Koulibaly est à sa première année d'application du succès APA. C'est cette année seulement que nous avons reçu ce produit-là. N'eût été l'intervention de nos services de recherche et de l'agriculture, mais ça nous peut perdre. Cette année, par exemple, si vous voyez dans mon champ, elle est un peu exceptionnelle. C'est ça qui me protège. La lutte contre la mouche de fruits dépasse aujourd'hui les frontières de la Côte d'Ivoire. Un programme régional a été mis en place au sein de la CEDEAO, avec une forte implication du Fonds interprofessionnel pour la recherche agricole, FIRCA. Nous avons l'État de Côte d'Ivoire qui a financé en 2015 et en 2016 le traitement des vergers, et aussi le FIRCA qui a sorti un guide didactique de lutte contre la mouche des fruits, et des formations ont été engagées dans toutes les zones de production. Avec une production annuelle de plus de 100 000 tonnes, la mangue est la 3e culture de rentable de la région du nord de la Côte d'Ivoire, après le coton et l'anacarde. Protéger et développer cette culture contribueront à la diversification et à l'augmentation des revenus des populations de cette région. Ce qui nous emmène à parler des efforts du gouvernement à travers le Trésor public, des efforts qui ont porté le taux de bancarisation à 19,7% en 2016 contre 7,1% en 2007. Mais la Direction générale du Trésor public veut faire mieux. Elle a lancé ce jeudi à Abidjan la campagne de sensibilisation sur la promotion de la bancarisation au titre de l'année 2018. Reportage Francis Boifo. Le secteur bancaire en Côte d'Ivoire, c'est 28 banques et 2 établissements financiers, 691 agences et 975 guichets automatiques. Malgré le dynamisme de ce secteur, la culture de l'épargne est peu développée. Il n'y a pas de compte bancaire. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de complications. Arrivé là-bas, on demande les papiers, donc tout ça là. Ça cause ça, il peut faire même mon agent 6 mois pour gérer ma situation, quoi. Manque de confiance ou méconnaissance des avantages liés aux services financiers. La bancarisation est d'actualité. Elle représente la quantité de personnes au sein d'une population utilisant un compte ou des services bancaires. De 7,1% en 2007, le taux de bancarisation est passé à 19,7% en 2016. Des chiffres que le Trésor public veut améliorer. Une campagne de sensibilisation a été lancée ce jeudi à Abidjan.
Il s'agit d'investir les régions du Gor, de l'Indigné du Ablain, du Tonkpi et de San Pedro pour expliquer les avantages liés à la bancarisation. Dans le mois de mai, il y a eu des inondations à Abidjan. Imaginez tous ceux qui avaient mis leur argent au chevet de leur lit. Tout ça, c'est parti. Il y a eu aussi des incendies dans les marchés. Imaginez tous ceux qui avaient mis leur argent sous les paillasses. Tout est parti. Donc, ça permet de sécuriser ces avoirs dans un premier temps. Deuxièmement, ça permet aux banques d'avoir de la disponibilité de telle sorte que pendant les campagnes d'emprunt que lance l'État, que nous puissions le faire au plan local au lieu de recourir toujours à l'international. Ayez confiance aux banques. Les banques sont là pour vous accompagner. Non seulement vous bénéficiez d'une sécurité de vos avoirs, mais en plus, vous serez accompagné. J'entends par accompagné du crédit. Objectif visé par les acteurs du monde des finances en Côte d'Ivoire, porter le taux de bancarisation actuellement de 19,7% à 20% en 2020 et hisser le pays au rang des nations ayant une grande culture financière. Et vous l'avez entendu, les régions du Gor, de l'Indigné du Ablain, du Tonkpi et de San Pedro sont concernées par la campagne de sensibilisation sur la promotion de la bancarisation, campagne qui s'achève en octobre prochain. L'actualité, c'est aussi la ACA qui évalue les productions audiovisuelles en Côte d'Ivoire. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a initié une table ronde sur la libéralisation et les enjeux de la production audiovisuelle. Rosemonde Kini et Serge Kolia pour plus de détails. Le processus de libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire avance à grands pas. Au moment où les maillons de la chaîne se mettent en place progressivement, la question de la compétitivité des productions audiovisuelles préoccupe la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La libéralisation n'a vraiment d'utilité et de finalité que si une production nationale digne de ce nom permet en quelque sorte de fournir des contenus. Il est important, avant que les diffuseurs ne soient présents effectivement sur la place, qu'on réfléchisse à la question comment remplir ces grilles de programmes qui doivent contenir au moins 20% de grilles nationales et 40% de grilles africaines. Libéralisation et enjeux de la production audiovisuelle. C'est le thème de la table ronde à laquelle la ACA a convié réalisateurs, producteurs, experts et spécialistes des questions de cinéma et d'audiovisuel. Il y a d'une part l'aspect créatif, et là je pense que la Côte d'Ivoire dispose des talents nécessaires, et puis il y a aussi la question du financement. Et là effectivement il faut que le marché publicitaire se développe pour financer les nouvelles chaînes, qui seront des chaînes ne vivant que de la publicité, et puis sans doute que l'État trouve des moyens de stimuler la production audiovisuelle. État des lieux de la production audiovisuelle, enjeux et défis, mécanismes de financement du secteur ont constitué les grandes articulations de cette table ronde. Le ministère a commencé depuis 2012 à accompagner les producteurs dans la production de séries télévisées et de documentaires. Le ministère de la Culture envisage l'ouverture très prochaine d'une école destinée à la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Tout cela permettra à nos productions d'être compétitives et de qualité. En attendant l'effectivité de la libéralisation de l'espace audiovisuel, la ACA entend poursuivre ce type de réflexion. Il s'agit d'associer tous les acteurs à l'émergence d'un secteur audiovisuel compétitif et concurrentiel. Dans le même élan, ce séminaire sur les modalités de gestion de l'aide publique aux médias, c'est le Fonds de soutien et de développement de la presse qui a organisé la rencontre avec les acteurs du monde des médias, Davis Oyo et Franck Wadio. Dans les années 90, l'État ivoirien a élaboré une politique d'aide publique à la presse. En 2009, cette aide devient effective avec l'avènement du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP, créé en 2007. L'enveloppe allouée aux médias passe d'environ 300 millions au départ à 1,4 milliard de francs CFA en 2017. Quand nous regardons les pays qui nous entourent, plusieurs pays ont une enveloppe plus élevée que la nôtre alors qu'ils ne sont pas plus nantis que nous. C'est pour cela que nous appelons l'État à revoir cette hausse à au moins 5 milliards de francs par an. L'insuffisance de la subvention étatique, les médias ivoiriens relèvent d'autres difficultés.
Le secteur de la presse qui est un milieu extrêmement difficile. Il y a la question donc la mévente des journaux, il y a aussi le défi donc du digital pour les supports papier que nous avons. Je pense que l'État doit accompagner, supporter en tout cas le secteur privé. Jusque-là, la presse en ligne ne bénéficiait pas encore du fonds de soutien. Même pour créer une entreprise, nous étions obligés de nous aligner sur les mécanismes qui étaient valables pour la presse papier. Devant ces préoccupations, cette rencontre est organisée pour réfléchir justement sur les modalités de gestion de l'aide publique aux médias. Nous avons invité aujourd'hui les entreprises de presse, les organisations professionnelles du secteur des médias pour que nous réfléchissions ensemble, que chacun fasse ses propositions, ses contributions et que nous sortions de là avec des propositions que nous allons faire au ministre de tutelle. Pendant 24 heures, les participants ont également réfléchi sur l'effectivité de la loi 2017-867 du 27 décembre portant régime juridique de la presse qui a pour conséquence l'élargissement du champ d'action de la subvention au secteur du numérique et de l'audiovisuel. C'est sur lui que repose désormais la gestion administrative de la grande ville d'Abidjan. Vincent Toby Irié, administrateur civil, a été promu préfet du département d'Abidjan à l'issue du Conseil des ministres du 6 août dernier. Il remplace à ce poste Sidiki Diakité, aujourd'hui ministre de l'Intérieur et de la Défense. Présentation de Vincent Toby avec Michel Digré. Le département d'Abidjan a son plus jeune préfet de son histoire. Vincent Toby Irié, le plus jeune préfet hors grade, est également le cadet de tous les préfets de région de Côte d'Ivoire. Il a été présenté officiellement aux autorités administratives, religieuses et coutumières du district d'Abidjan, sur lesquelles il pourra compter pour réussir sa mission. Au district autonome d'Abidjan, vous n'avez que des amis, des frères et sœurs. Vous allez rencontrer des chefs traditionnels qui ne sont pas compliqués. Ils veulent une seule chose, qu'on ait de la considération pour eux et qu'on sache où se trouvent leurs difficultés. Vincent Toby remplace à ce poste Sidiki Diakité, aujourd'hui ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a déjà conscience de l'ampleur de la tâche et des défis à relever. Je voudrais pouvoir compter sur vous, notamment tous ceux que j'ai en face, les têtes couronnées, les majestés, les rois, les chefs, qui sont mes premiers partenaires dans ce travail. Le champ est immense. Je voudrais pouvoir compter sur votre solidarité, sur vos conseils et sur votre sagesse pour mener à bien ce travail. Je voudrais compter sur votre appui et sur votre tolérance, parce que forcément, il va y avoir des moments où on peut ne pas partager les mêmes opinions, mais la finalité, c'est d'arriver au même compromis et de partager les mêmes valeurs. Le nouveau préfet d'Abidjan a intégré le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en 2014 en tant que conseiller du ministre Ahmed Bakayoko qui avait en charge ce portefeuille ministériel. Mais déjà, Vincent Toby Irié avait à son actif une brillante carrière à l'international dans plusieurs institutions africaines, européennes et américaines. À 48 ans, ce pur produit de l'ENA entend imprimer sa marque d'humilité et de travailleur acharné dans cette étape importante de sa carrière dans l'administration ivoirienne. Et voilà, Vincent Toby remplace donc Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce 20h revient sur le drame à Divo, où une famille a été décimée par les flammes. L'origine du drame, toujours pas encore connue, mais la rédaction de RTI 1 revient sur les faits avec Issayo. 7 morts, c'est le triste bilan d'un incendie qui a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi une villa de 4 pièces au quartier Konakoro à Divo. Les populations sont encore sous le choc. Couper 10 ans, sauter 12 ans, sauter 12 ans, il y a quoi? Il sort, ouais, il fait. Le feu était fort et pour avoir de l'eau, c'était difficile. Tout ce qui dormait, on était obligé de taper des portes des gens pour nous aider. Avec tout ce travail qu'on a fait, on ne pensait pas qu'il y avait des gens dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison, tous sont morts. Vraiment, ça nous fait mal. L'incendie, selon des témoins, s'est déclenché aux environs de 2 h du matin. Les sapeurs-pompiers de la ville n'ont été informés qu'1h30 après. Une fois sur les lieux, la tâche n'a pas été facile pour ces soldats du feu qui ont eu leur véhicule endommagé.
Les pompiers de Divo ne disposent pas d'un véhicule d'intervention d'incendie. Avec les matériels de fortune et puis aussi des techniques de fortune, c'est ce qui nous permet de pouvoir éteindre les feux. Donc, arrivé sur les lieux, nous avons constaté que la population même se battait déjà pour éteindre le feu. Donc, on a coordonné la manœuvre, puis mes agents sont rentrés dans la pièce. C'est à l'intérieur qu'ils ont constaté qu'il y avait des choses, des victimes. Les autorités de la ville ont appelé au calme et assuré que toutes les mesures seront prises pour faire la lumière sur les circonstances du drame. En l'état de la procédure, nous n'avons pas suffisamment d'informations, sauf quand le juge d'instruction aura fini son enquête. Une délégation du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a apporté la compassion du gouvernement. Madame la ministre qui est en dehors du pays a souhaité que rapidement une délégation vienne se tenir aux côtés de la famille, mais aussi aux côtés des autorités pour exprimer le soutien de l'État, la compassion de toute la nation ivoirienne. La délégation ministérielle a annoncé la visite du ministre Maria Toukone dans les tout prochains jours. La ministre de la Solidarité attendue donc à Divo et nous sommes le 23 août, bientôt la rentrée des classes et comme toujours la philosophie est une matière enseignée à l'école. Quel débouché pour cette discipline après la formation? Élèves, étudiants et universitaires, chacun donne son avis. C'est un dossier réalisé par Sephora Zegui, commenté par Franck Froidieu. L'homme est un loup pour l'homme, ou encore science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ces célèbres citations ont marqué pendant de longues années les lycéens de Côte d'Ivoire. La philosophie était la matière la plus redoutée. De 1970 à 1990, elle éliminait plus d'un au baccalauréat, avec son coefficient 7. En notre temps, la philosophie avait le coefficient 7. Et c'était placé au premier moment de la composition, à tel point que le premier jour, déjà, quand vous êtes en série A2, en série littéraire, vous savez, après la composition, si vous avez échoué ou pas. Avec cette réputation, la philosophie a continué d'attirer de moins en moins d'élèves et d'étudiants. Pour la nouvelle génération, pas question de s'inscrire en philo, de peur de finir professeur. En philosophie, c'est pour être soit professeur, docteur à l'université ou bien être juriste. Voilà pourquoi j'ai posté pour aller en géographie. En lettres modernes, il y a plusieurs débouchés. Moi, je sais qu'en philo, il n'y a pas de débouchés. Je sais que non, dès que tu finis une philo, tu es professeur de philosophie. Une autre philosophie, une autre égyptologie. Au programme, dans cette salle de classe de l'université Philosophe-Boigny de Cocody, cours de philo sur l'anthropologie grecque, Georges, enseignant-chercheur depuis 10 ans, transmet avec passion le virus de la philosophie à ses apprenants. Pour lui, la philosophie est l'élément phare de la connaissance. Elle permet de s'ouvrir au monde. La philosophie ouvre à plusieurs corps professionnels. Il a là la possibilité de passer un concours, aller à l'ENA, à la police, à la gendarmerie. Voilà, il y a un aéroport de secteur qui s'offre à lui. Serge fait partie des amoureux de cette matière. Il a même abandonné les sciences physiques au profit de la philosophie. Déjà en classe de 6e, j'achetais déjà les brochures de philosophie que je lisais, les citations que je lisais et autres. Et j'aimais bien prendre la parole entre amis, parler de philosophes déjà en 6e. Et maintenant que j'avais l'opportunité d'être en philosophie, j'ai tout de suite dit pourquoi ne pas venir en philosophie, mais aussi pour élever mon niveau de langue. Albert Kwaku Touré, commissaire divisionnaire de police, est un pur produit de la philosophie. Pour l'actuel directeur de l'École nationale de police, avec un diplôme de philosophie, on peut exercer le métier de son choix. Avec la philosophie, on peut tout faire, on peut arriver à tout. On ne fait rien avec la philosophie en tant que telle, comme la technique transformerait la matière pour pouvoir produire des biens de consommation et d'équipement, mais c'est plutôt la philosophie qui fait quelque chose de vous quand vous la faites. Et quand elle fait quelque chose de vous, elle vous prépare à affronter la vie. Dans le monde des arts et de la culture, un autre diplômé de la philosophie se distingue. Il s'agit de Yacouba Konaté. Chaque jour, il visite son sanctuaire d'ouvrages philosophiques. Selon le directeur du marché des arts et du spectacle d'Abidjan Massa, la philo a joué un rôle prépondérant
dans son ascension sociale. Il y a une demande très très forte parce que tu as des artistes de très haut niveau qui n'ont pas été documentés, qui aimeraient que la documentation soit faite par quelqu'un qui connaisse le milieu. Par rapport à ce champ, il y a vraiment des opportunités qui sont inouïes. Un autre exemple dans le monde des médias. Agnès Crédit, journaliste émérite, écrivaine, conférencière. Elle est arrivée au journalisme après sa licence en philosophie. À elle aussi, la philosophie a permis de gravir des échelons. Contrairement à ce qu'on pourrait penser que la philosophie condamnerait à ne rien faire à part, entre guillemets, enseigner et que ce ne serait pas une bonne chose, avec la philosophie, je suis entré à Fraternité Matin et ça ne m'a pas fait de mal du tout, bien au contraire même. Retenons une seule chose par rapport à ceux qui pensent que la philosophie ne sert qu'à théoriser. Au contraire, la philosophie aide à se construire et à construire notre personnalité, notre humanité. Je vous ai dit que j'étais un menteur. C'est le plus froid de votre froid. Il ment froidement en enseignement. Pour créer une saine émulation autour de cette matière, à Bingéville, une journée est organisée pour inculquer les valeurs de la philosophie aux élèves. Pendant cette journée, des concours et des conférences pour leur donner le goût de la philosophie. Ma première monnaie en philosophie quand j'étais en première D était le 633. Et aujourd'hui, si je suis vainqueur de ce concours, c'est le travail. Philosophie, c'est quoi? C'est ce qu'on fait tous les jours. Quotidiennement, on parle avec tout le monde, on réfléchit et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Très souvent, lorsqu'on parle de philosophie, nous avons l'impression d'être dans un cercle initiatique totalement fermé. Mais des événements comme la journée de la philosophie visent à démystifier et démythifier la philosophie. La philosophie est une discipline enseignée aux élèves des séries A1, A2, C et D, des classes de première à la terminale. Philosophie, c'est être en quête perpétuelle du savoir. Philosopher, c'est aussi rêver grand. Et pourquoi pas suivre les traces du président français, Emmanuel Macron, qui est diplômé en philosophie. Dans le domaine du cinéma, bientôt le premier film de comédie musicale produit par un réalisateur ivoirien, clap d'ouverture lancé par le ministre de la Culture dans ce reportage de Serge Koulia. Après le succès de la série télévisée Brouteur.com, le réalisateur Alain Guikou se lance dans un autre défi tout aussi audacieux. Réaliser le premier film de comédie musicale dans l'histoire du 7e art ivoirien. Le clap d'ouverture de Mélodie, la victoire en chantant, est donné par le ministre de la Culture et de la Francophonie, accompagné du maire de la commune de Cocody. Nous sommes venus donc apporter notre caution et nos prières au succès de ce film. Cette occasion me permet de féliciter les acteurs du cinéma et leur dire que le gouvernement est à leur côté pour faire du cinéma une vraie réalité. 12 épisodes de 45 minutes, un condensé de comédie, de danse, de chant. Mélodie, la victoire en chantant, raconte l'histoire d'une école artistique en difficulté. Un homme d'affaires veut racheter l'école pour en faire un supermarché. Et la nouvelle directrice qui a hérité de l'école se bat avec ses étudiants pour que l'école vive. Donc c'est un peu l'intrigue de cette série. Plusieurs acteurs connus en Côte d'Ivoire et à l'étranger participent à cette production cinématographique. Le truc spécial pour cette comédie musicale, à chaque épisode, on invite une guest star qui joue son propre rôle. On aura le Kwakamza, on a Mewe qui jouera son propre rôle, on a Kadianine qui fait l'honneur de venir jouer son propre rôle, on a Dobé Niaouré. Le tournage de cette comédie musicale se déroule dans les locaux de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle de Cocody. L'Inde, le pays est à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux. Ce sont donc les pays francophones que l'Inde veut conquérir. Pour réussir cette mission, le pays s'appuie sur des journalistes en vue de mieux vendre leurs atouts dans les secteurs d'activité. Ami Sissoko fait partie des journalistes en Inde. Son reportage. Faire connaître l'Inde aux pays africains francophones, c'est l'objectif du gouvernement indien. Ainsi, une trentaine de journalistes de 14 pays francophones, dont le Bénin, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et bien d'autres, sont invités à découvrir les opportunités dans les domaines de la sécurité, de l'économie, de l'agriculture, de la santé, de la culture, des sciences et technologies. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une vue globale des relations entre l'Inde et l'Afrique. Notre coopération Sud-Sud se fera dans le domaine de création de compétences. Nous allons lancer le e-Network panafricain, un réseau électronique panafricain.
Ce réseau va relier tous les établissements d'enseignement médicaux dans les pays africains avec les meilleurs établissements de médecine en Inde. Une semaine pour parcourir New Delhi, Agra et Hyderabad pour échanger avec les différents responsables gouvernementaux de ces trois grandes villes. En termes d'échanges commerciaux, ce sont plus de 25 000 milliards de francs CFA que l'Inde éjecte en Afrique selon le ministère des Affaires étrangères. En matière de technologie, l'Inde compte partager l'expérience de sa réussite en informatique avec l'Afrique francophone. Cette année, il annonce 500 places disponibles pour la formation des jeunes. Au niveau sécuritaire, ce pays compte soutenir la lutte contre le terrorisme en intégrant le G5 Sahel. L'amélioration de l'agriculture, de l'éducation, de la santé à partir des TIC font partie des priorités de l'Inde en Afrique. L'Inde prend très à cœur sa relation avec l'Afrique, qui est une relation qui dure depuis un certain nombre d'années, et que sur le plan économique, diplomatique et sécuritaire, qu'il y a d'heureuses perspectives qui s'annoncent pour ces pays-là. J'apprécie fort bien cette invitation de l'Inde. Ça nous permet de connaître ce pays si grand, si riche. D'autant plus que nous avons beaucoup à partager. Ils ont beaucoup à apprendre de nous, certes, mais nous avons beaucoup à apprendre, d'autant plus, notamment sur le plan technologique. Les ambitions de l'Inde sont également diplomatiques. 18 nouvelles ambassades en Afrique seront créées d'ici à 2021, dont la plupart en Afrique francophone, en plus des 30 déjà existantes dans le monde. Un sommet Afrique-Inde aura très bientôt lieu au Nigeria pour une coopération sud-sud en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. On referme donc ce 20h supervisé par Adama Kone et Alvorassa. Très bonne soirée à tous. Rendez-vous demain, 20h.